Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à ce Xème balado. Bertrand, on approche de 70 balados. Vrai ou faux? Oui. Allez, ça va bien. Bertrand, aujourd'hui, on parle de... Bonjour. Ben oui, Bonjour tout le Bertrand monde. Dumont. Bonjour Janine. Bonjour tout le monde. Bon, Bertrand, il y a des maisons rustiques. Hein? Oui. Quand on parle de maison rustique, on dit que c'est une maison qui est adaptée à son milieu. Elle a tenu le coup depuis X temps. Mais on va transporter ce principe ou cette image à tes plantes et aux légumes. Oui, on va surtout pas. La rusticité tient compte beaucoup du fait que c'est des plantes ligneuses. Hein? Donc, c'est tous les petits fruits, les fruits, et ainsi de suite. Donc, on va parler de rusticité. Mais oui, on parle de rusticité parce que souvent, c'est un sujet un peu mal compris, là. Oui. C'est un sujet qui est bien sûr un sujet hivernal, mais dont il faut se préoccuper au printemps puis à l'été. Là. Il y a toutes sortes de stratégies. Alors, là. parce que ça parle de rusticité, ça parle d'endurance, de résistance, ça parle de Ça parle de beaucoup de choses. robustesse dans un milieu donné. Oui, il y a beaucoup de définitions pour la rusticité. Alors, il y en a une, c'est température en dessous de laquelle la plante est sérieusement abîmée par le froid. OK, donc, quand ça descend à une certaine température, la plante va être abîmée. Ça veut dire qu'elle n'est pas rustique. De l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rustique, C'est ça. effectivement. De l'autre côté, c'est une aptitude d'une plante à supporter des conditions de vie difficiles. Donc là, c'est le côté positif, l'aptitude à la plante. Oui. Et puis, dans le langage du jardinier, c'est la capacité d'une plante à résister au froid dans une région donnée. Oui. Donc, on est géographiquement situé. Situé. C'est très important, le côté géographique dans la rusticité. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une plante est rustique? Comment on peut le dire? Comment on peut le dire? On considère qu'une plante est rustique quand elle peut résister à une fourchette de température minimale. OK. On est dans la fourchette. OK. Donc, on a regroupé les plantes par zone de froid ou encore des zones de rusticité. Donc, par exemple, la zone 3A, je vais revenir sur le A un petit peu plus loin, c'est de moins 40 à moins 37,2 degrés Celsius. Ça, c'est ta fourchette. En zone 5B, on est de moins 23,3 degrés à moins 26,1. OK, donc en zone 5B, quand une plante va résister jusqu'à moins 26, mettons, quand il va faire moins 30, moins 31, elle risque de subir des dommages. Puis quand il fait moins 35, elle risque de subir encore plus de dommages. Okay? Donc, c'est sa capacité à résister au froid dans une zone donnée, je le répète. Là, tu nous parles de zone. Moi, je vois une courte pointe. Oui. OK, je vois comment ils se sont pris là, pour déterminer les zones de rusticité. Bon, alors, ces deux personnes, c'est M. Ouellet et M. Shirk. Il y a quelqu'un en dessous. Il y a quelqu'un en dessous. M. Ouellet qui était je pense que c'est lui qui était agro-météorologue, et M. Shirk qui est horticulteur. Ils sont partis, ils ont défini, c'est une équation extrêmement compliquée qu'ils utilisent pour ça, là, avec beaucoup de données, toutes sortes de données mathématiques. Là. Avant, on avait des zones de rusticité qui étaient assez aléatoires, mais là, ils ont vraiment calculé ça d'une manière. Et ils sont arrivés qu'au Canada, il y a 10 zones. Et je dis bien au Canada, faites très attention, je vais revenir là-dessus. Donc, on a une zone 0, qui est le Grand Nord, jusqu'à une zone 9. Au Québec, on n'a pas de zone 9 qui est en Ontario. Je pense qu'il n'y a pas de zone 9 qui est en Colombie-Britannique.
En Colombie-Britannique, c'est encore OK. plus... Ça veut dire que c'est encore plus chaud. Ouais. Les Américains ont plus que ça, là, parce qu'ils descendent encore plus bas, ils ont plus chaud que ça. Oui. Alors, tu nous as parlé de A et de B. C'est zone 3A, Ouais. zone 5B. Ça apporte des nuances? Dans les zones A, c'est un petit peu plus vigoureux que dans les zones B. On a fait des espèces de sous-zones. C'est surtout pour tenir compte de la grandeur du territoire, mais moi, j'en tiens plus compte dans mes livres. Ou Les quand A j'en et les parle, B? j'ai enlevé les A et les B, c'est trop compliqué. OK. Avec A et B, surtout avec les changements climatiques, là, on ne sait pas trop comment ça se joue. Là. Donc, c'est A et B. Fait que, Il n'y a pas de A, il n'y a pas de B dans mes affaires. Moi, j'ai supprimé le A et le B, mais on peut le conserver si on veut. OK. Fait que c'est rentré dans le détail, peut-être inutilement. Là. C'est déjà... Ben, c'est pas inutile. Ouais. C'est pas inutile, mais par exemple, pour les professionnels. pour le commun des mortels, Pour le c'est commun des ça. mortels, Nous, c'est ça. oui. Parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, on a décidé de découper un territoire en zone de rusticité. Est-ce qu'il existe d'autres critères Oui. que le froid? Oui, il existe d'autres critères Oui. que le froid. Bon, donc les températures hivernales minimales, ça c'est le froid, mais aussi la durée de la période de gel. Hein? Donc si c'est un petit froid qui rentre quelques minutes puis qui repart une journée, c'est pas bien grave. Mais si c'est des froids qui, comme on a eu en hiver 2022, 21, 22, où il a fait très froid, les précipitations en été vont jouer. Les températures maximales en été vont jouer aussi. L'enneigement, hein, on sait par exemple que pour les plantes vivaces, quand il y a de la neige, ça va servir de protection. Les pluies de janvier. Pourquoi les pluies de janvier? Parce que c'est les pluies souvent qui sont des pluies verglaçantes, donc ils vont créer de la glace. Et la vitesse maximale du vent. Donc, c'est pas parce qu'il a fait moins 30 une année que forcément ce moins 30-là veut dire qu'il va y avoir des dégâts parce que la plante est à moins 25. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Puis avec les changements climatiques, ça devient effectivement un petit peu C'est plus compliqué. Parce que tu dis, c'est ça, à moins 30, s'il y a une grosse couverture de neige, la plante est protégée. Voilà. Si c'est un hiver où il n'y a presque pas de neige, c'est ça. là, c'est autre chose. Là, C'est tu as ça. des dommages. Et voilà. Bon. Alors, comment on peut définir une zone de rusticité? Donc, ça indique les endroits qui offrent les conditions de survie propices à la croissance d'une plante ligneuse. Bon. Hein? On va répéter ça. Indique les endroits qui offrent les conditions de survie propices à la croissance d'une plante ligneuse. Fait que la plante au bon endroit. Au bon endroit. Je vais rajouter un petit bémol là-dessus. La survie propice à la croissance, ce qui ne veut pas dire propice à la floraison. Je vous donne un exemple, les rhododendrons. Plusieurs rhododendrons vont être très rustiques en zone 4, mais la fleur va être rustique en zone 5. Donc, ce qui va se passer, c'est que la plante va pousser, mais le bourgeon floral va geler. Tu vas nous parler de protection à un moment donné, hein, dans le balado, j'imagine? Non. Non, même pas dans ce cas-là? On peut en parler plus tard, là, Okay. mais la protection, c'est justement que j'en mets plus. Donc la plante, il faut que la plante soit adaptée durcit. à la zone de rusticité. Quand je fus jeune horticulteur, j'allais chercher des plantes un peu moins rustiques. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'une plante soit rustique, puis j'ai pas à faire de protection hivernale. T'es vite une étape. Tu remarqueras dans le jardin, il n'y en a pas ici. Non, je sais. Bon. Alors, quel type de plante on utilise dans la notion de rusticité? Donc, c'est pour les plantes ligneuses. Hein, pour les arbres, par exemple, c'est très important. Parfois, pour les plantes vivaces, notamment dans les régions où il n'y a pas de neige. Et puis, parce que la partie au-dessus de la neige n'est pas isolée. Donc, c'est en dessous de la neige, c'est isolé, mais la partie en dessus. Donc, vous pouvez arriver avec des plantes qui vont survivre à l'hiver, toute la partie enneigée, mais dans la partie supérieure, elle va brûler. Donc, les branches brûlent, mais les racines restent vivantes. Oui, exactement. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La gamme des engrais 100% naturels bioniques est éco-responsable et certifiée biologique par Québec Vrai. Le jardinier exigeant y trouvera des engrais adaptés pour ses semis, ses fines herbes, ses fruits, ses légumes, ses fleurs annuelles et vivaces, ses arbres, arbustes et conifères, ainsi que ses plantes d'intérieur. Ces engrais peuvent facilement être associés à Bionique Compost Marin et Forestier lors de la préparation du sol et à Bionique Algues Marines pour la fertilisation d'entretien. Vous bénéficiez ainsi de leur synergie. La gamme Bionique est en vente dans les centres de jardin.
écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Monsieur Bertrand, Oui. Est-ce qu'une plante en zone 3 peut survivre en zone 5? Oui, qui peut le plus, peut le moins dans ce système-là. Mm. OK? Donc, une plante zone 3. Et donc, c'est une stratégie qu'on peut utiliser, notamment de dire, ben, au lieu, si je suis en zone 5, j'utilise que des plantes de zone 4, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir trop de problèmes. Il y a des limites parfois. Les plantes de zone 0, 1 et 2, ben, il fait trop chaud pour elles, Ça ne fonctionne pas. pour le sud du Québec, Ah. pour la zone 5. OK? Toutes les plantes qui sont nordiques, souvent, et c'est pour ça que souvent on se dit « Ah, mon Dieu, il y a belle petite plante là, dans les zones froides du Québec. » On essaie de les redescendre, puis ça marche pas. Ça marche pas, il fait trop chaud, il y a trop de température, fait que les plantes vont pousser une année ou deux, puis elles vont dépérir parce que là, elles ont trop chaud à ce moment-là. Puis il y a un exemple dont je me souviens, Bertrand. Le pavot bleu Oui, qui était à Métis, c'est ça. à Métis-sur-Mer. Oui. Beaucoup de difficultés à Montréal à le faire pousser. Oui. C'était trop chaud, Mais même lui, il y a longtemps. lui, il vient des montagnes de l'Himalaya, effectivement. Et à Montréal, c'est faisable, mais c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment le mettre dans de bonnes conditions, là, d'arrosage notamment, et effectivement. Donc, on peut peu le moins, sauf pour ce qui vient des zones 0, 1 et 2, mais on n'a pas grand-chose qui vient des zones 0, Non. 1 et 2. Un autre exemple, c'est la chicouté. La chicouté, c'est une plante qui va plus pousser dans le nord que pousser dans le sud. Bon, alors on l'exclut, on ne fait pas de projet d'expansion, On peut mais s'amuser, mais on n'en cultive Ouais. pas grand. Alors, est-ce que le terme de rusticité, ça s'applique à toutes les plantes? Non, ça s'applique principalement aux plantes cultivées, hein, parce que c'est des plantes qu'on déplace. Dans la nature, les végétaux, ils vont croître dans un milieu qui leur est favorable. Comme je dis toujours, ils sèment, ils vivent et ils meurent à l'endroit que la nature va les mettre. Ouais. Donc, c'est la nature qui définit la zone de rusticité. C'est-à-dire que s'il y a une graine qui s'en va, puis mettons à 20 km de où est-ce qu'elle est habituellement, puis qu'elle est dans une zone qui n'est pas une zone rustique, elle va peut-être sortir la première année, mais elle va geler la deuxième, donc ça. elle va disparaître, on ne la verra jamais. Donc, la rusticité, c'est aux plantes qu'on déménage C'est ça. de place. C'est ça. Bon, correct. Quelles sont les limites d'un tel système, les fameuses zones de rusticité? Alors, ça, c'est selon Ressources naturelles Canada, parce que c'est Ressources naturelles Canada qui gère ce dossier-là. Donc, on peut avoir les références là, Oui, si on veut savoir dans quelle zone de rusticité. je vais vous la donner la référence OK. tout à l'heure. Donc, c'est une carte générale. Il n'y a pas de précision, c'est pour ça. C'est plus ou moins entre deux zones. C'est pour ça que j'ai abandonné les A et les B, là, parce que c'est plus ou moins. Donc, c'est pas, ça complique la vie pour rien. Ils disent que des erreurs peuvent se glisser dans les données provenant des stations météorologiques, ainsi que des estimations effectuées entre les stations. Donc, la prise de données peut être erronée, donc s'il peut y avoir des problématiques qui se créent. Donc, une plante qui est zonée d'une certaine manière et pas tout à fait exactement la bonne zone, ça il se lave un peu les mains avec ça. Et puis, elle ne reflète pas les fluctuations du climat d'une année à l'autre, ainsi que les variations locales. Et ça, c'est de plus en plus présent. Oui, ça, c'est très important, là, donc, on va en reparler avec les changements climatiques tout à l'heure. Les variations possibles à l'intérieur d'une zone, c'est le changement de topographie. Hein? Si vous êtes en montagne, par exemple. C'est ça, vous êtes dans un terrain en pente. En haut de la pente puis en bas de la pente, souvent, c'est pas la même température. En bas de la pente, parfois, c'est plus froid au printemps et à l'automne, mais moins froid en hiver parce qu'il y a de la neige. Donc, c'est ça. Puis si tu cultives dans le fond d'une pente. C'est ça. Plein soleil, là, tu as une zone de rusticité qui est beaucoup plus chaude. C'est ça. Comme on a souvent dit, Westmount, qui était sur le flanc sud du Mont-Royal, on était en zone 5B, mais on a souvent dit qu'il était en zone 6A parce qu'il était beaucoup plus chaud. Il y avait effectivement à Westmount des arbres qui ne poussaient pas, mais parce qu'il y avait l'ensoleillement. Alors que sur le centre-ville, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas cette chaleur-là qu'il y avait. C'est ça. Les variations dans la couverture de neige, plus il y a de neige, mieux c'est. Les variations climatiques observées d'une année à l'autre, je dirais plutôt les événements météorologiques exceptionnels. Donc, une année froide par rapport à 10 années chaudes ne veut pas dire que la rusticité est moins bonne. Okay? Que la zone de rusticité, c'était moins bonne. C'est sur du temps, la rusticité, c'est pas seulement une année. Et de toute façon, c'est un grand débat aujourd'hui, mais avant, c'était pareil. Avant, quand les zones de rusticité n'avaient pas été modifiées à cause du changement climatique,
on avait toujours des événements météorologiques exceptionnels. Donc, Qui des venaient- années où est-ce qu'on était en zone 5, puis là, on retombait en zone 4 parce qu'il faisait très froid cette année-là. Donc, quelle que soit la manière dont on le calcule, il y a toujours des variables. des variables. Oui. Et puis, les techniques de jardinage ont aussi un impact négatif sur la survie des plantes à un moment donné. Là. Les pratiques qu'on utilise en jardinage Ouais, peuvent c'est être ça. dommageables pour nos plantes. Oui. OK. Est-ce qu'il existe des facteurs qui influencent la rusticité d'une plante, à part tout ce que tu viens de mentionner? L'âge de la plante. Ah, tiens donc! OK. Plus une plante est Ouais. vieille, plus elle va être résistante, OK. souvent. C'est Pourquoi? contraire de l'humain. C'est le contraire de l'humain. C'est renforcé. Mais oui, parce qu'elle s'est renforcée puis elle s'est adaptée à la température. Oui, OK? oui. Le type de sol, Mm. si on plante la plante dans un mauvais sol, par exemple un sol où les racines ne seront pas en bon état, ben là, on va en difficulté. L'altitude, hein, on parle beaucoup de comme si on était sur un plateau, mais quand on est dans les Laurentides, par exemple, C'est on autre monte. chose. Quand on est dans l'Estrie, on monte. Donc, la zone de rusticité globale, elle est là, mais dans la montagne, on a peut-être des zones de rusticité différentes. Donc, plus on monte, plus on s'en va vers des cultures En général, nordiques. oui. Tu sais, si on passe au Mont-Albert, en Oui, Gaspésie, c'est ça. c'est la même chose. Là, t'en trouves des Ben, plantes, le Mont Albert, nordiques. là. le Mont Albert, c'est différent parce que le Mont Albert, c'est une zone zéro sur le top Le du dessus, plateau. c'est Là, ça. Mais ça, c'est pas un cas particulier. Là. C'est ça. Mais même si on prend le Mont Offord, ben, si vous regardez la neige au Mont Offord, il va y avoir de la neige au Mont Offord puis de la pluie en bas. Donc, la température est plus basse en haut qu'en bas. C'est ça. Donc, ça va changer aussi. Donc, quand tu fais tes plantations, tu dois considérer aussi l'altitude. Oui, on doit Ouais. considérer l'altitude. La position de la plante par rapport à son environnement. Par exemple, si elle est long d'un mur, un treillis, une haie, ben, à ce moment-là, quand on est le long d'un mur au plein sud, comme par exemple avec des espaliers fruitiers, ben, à ce moment-là, on va avoir plus de temps. La température va être plus chaude. Pourquoi? Parce que le mur va prendre de la chaleur puis il va retenir la chaleur. Fait que là, OK? on peut intervenir facilement sur nos terrains On peut intervenir sur nos terrains. pour gagner en zone de rusticité, en Et chaleur. aussi l'entourage de la plante. Plus une plante est seule, moins elle est protégée du froid. C'est bizarre, c'est logique, hein? Hein? Ouais. Mais c'est ça, elle est toute seule. Ouais. Il y en a qui vont te faire, il y a notamment les ormes et les noyers sont des plantes solitaires, donc elles sont habituées. Mais il y a une protection qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, souvent, quand on rentre dans un bois, ceux qui font du ski de fond le savent, quand on est à l'extérieur du bois, il fait froid. Puis dès qu'on rentre dans le bois, la température a tendance à être... Il y a moins de vent, il y a moins d'effets comme ça. Oui, Donc, c'est ça. donc il y a un effet de protection. Bien. Puis la zone de rusticité qui est indiquée sur une plante, est-ce qu'on peut se fier à ça? Non, c'est pas une donnée fiable. Pour une bonne raison, parce que les Américains et les Canadiens n'ont pas la même zone de rusticité. Les Américains commencent à 1 et les Canadiens commencent à 0. Ça fait Donc, beaucoup de... quand vous avez ce qu'on appelle un USD, une zone de rusticité américaine, je vais arriver à le dire, 4, c'est un 5 au Canada. Donc, il y a un décalage. Donc, si vous achetez une plante qui a été étiquetée aux États-Unis, avec un 4, c'est un 5. Donc, si vous achetez un 3, c'est un 4 et ainsi de suite. OK, donc on peut s'y retrouver. On peut s'y retrouver, mais il faut Faut savoir être prudent. où est-ce que la plante a été étiquetée. Ah ben là fouille-nous, là. C'est pour ça que je vous dis que Non, c'est pas toujours. D'accord, oui. Puis il y a effectivement, on peut s'y fier, mais il y a beaucoup de conditions en jeu. Je vous les ai données, l'âge de la plante, le type de sol, l'altitude. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut faire, c'est tenir des expériences, tenir compte des expériences existantes et principalement de celles des pépiniéristes. Les pépiniéristes ont une responsabilité de vous proposer des plantes rustiques dans votre région ou de vous indiquer si la plante n'est pas rustique. Ça, c'est ton fournisseur, Ça, en fin de compte. C'est la jardinerie qui Oui. devrait être assez professionnelle pour vous dire, cette plante-là, attention, c'est une plante de zone, mettons, tu es en zone 3, 4, puis ça, c'est une plante de zone 5, fait qu'il va y avoir la protection hivernale ou tu as des risques de la perdre. Donc, si c'est une petite plante à 10 piastres, ça va. Si c'est une plante à 2000 piastres, tu peux peut-être te poser des questions. C'est ça. Alors, un bon fournisseur de services, C'est en ça. ce sens, ce doit sens. connaître sa matière. Donc, un bon horticulteur dans la région peut confirmer les conditions climatiques. Donc, ça va pour ça. On dit l'horticulteur régional, Oui. c'est le mieux indiqué C'est pour ça, te fournir les c'est bonnes ça. informations. Alors, comment connaître la zone de rusticité? Mais il faut Pour nous. consulter le site de Ressources naturelles Canada. Vous allez sur la page de radiolégumes.com et vous allez avoir le lien directement sur la carte nécessaire pour y arriver.
c'est une grande carte, vous l'agrandissez, puis vous regardez à peu près la région où vous êtes, là, puis on vous donne, vous allez trouver la zone de rusticité. Facile. Alors, Ressources naturelles Canada. Oui, parce que je ne vous donne pas le HTTP, parce qu'il est trop compliqué. C'est parfait, c'est parfait, Bertrand. Il existe actuellement un débat sur la carte à utiliser parce qu'on parle d'une ancienne carte, puis on parle d'une nouvelle. C'est ça. Il y a une carte de 2009, je pense, puis en 2014, il y a une nouvelle carte qui a été proposée par Ressources Canada et elle tient compte des changements climatiques. Alors, c'est un grand débat. Il y en a qui disent, ben non, voyons donc, quand on a des hivers comme l'hiver qu'on a eu cette année en 2021-22, il a fait des grands froids. Ça, c'est de la météo. C'est pas du climat, OK? Parce qu'on a des années qui sont plus chaudes. Ce qu'il y a aussi qu'il faut considérer, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est que les conditions climatiques, la durée de l'été, les pluies, les vents, tout ça rentre en ligne de compte là, dans la rusticité. Donc, c'est pas juste une question de froid seulement, c'est une question d'un ensemble de facteurs qui font que ça change. Moi, ce que je vois dans notre environnement direct, c'est des plantes que je cultivais pas il y a 30 ans, que je peux cultiver aujourd'hui. C'est assez fou, okay? Hein? Oui. Je pense au buddleia, je pense aux hibiscus ligneux, je pense à des plantes comme ça. Qui étaient impossibles avant. Qui étaient impossibles avant. Nous, on a ici un charme qui n'est pas le charme de Caroline, mais le charme européen. Ben, il y a 30 ans, un charme européen, personne ne vendait ça parce que ça ne passait pas l'hiver. Il passe l'hiver, il est très beau, je le taille, puis il est magnifique. Mais tu es obligé de le tailler, sinon il est en train de devenir un géant. Okay. Alors, ça fait partie des gros changements. Ça fait partie des changements. Oui. Et moi, je tiens surtout au fait que les hivers, les étés sont plus longs et ils finissent plus tard. OK? Donc, la plante a plus le temps encore de se préparer, là, de rentrer des nutriments, puis de rentrer toutes sortes des sucs, des tanins, toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on dirait que la plante se prépare un peu mieux. Le seul problème c'est que quand on a des yo-yos, ce que j'appelle des redoux, ça, c'est pas bon pour la plante. L'hiver. OK? Donc, mais pour moi, la carte 2014, elle correspond à ce que je vois dans mon environnement. Donc, c'est pour ça que je conseille cette carte-là. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruitiers grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, Bertrand, on doit tenir compte aussi, on l'a dit, des changements climatiques. Hein? Mais c'est une évaluation qui va sur le long terme. C'est ce que tu nous dis depuis le début. C'est ça, mais là, malheureusement, on commence à avoir une bonne expérience sur le changement climatique. Ça commence à devenir un peu problématique. Donc oui, il faut en tenir compte du changement climatique. C'est pour ça qu'en utilisant la vieille carte, on n'en tient pas compte. Et donc, on peut se retrouver avec des problèmes. Ça commence à modifier de manière importante le comportement des végétaux. Ça, c'est clair. Oui, moi, je le vois. Là. Les pommiers et les vignes fleurissent 1 à 2 semaines plus tôt qu'il y a 50 ans. Ça, c'est des recherches dont je vous parle. Mais tu sais quoi? Pour plusieurs, c'est un bonheur. C'est un bonheur, oui. D'autant plus que le reste de l'écosystème a l'air de suivre. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé en Europe l'année dernière, où est-ce qu'ils ont eu des abricots et des pêches très tôt, et ils n'ont pas mangé d'abricots pêche parce qu'ils ont eu un gel tardif. Mais oui. Heureusement, les insectes pollinisateurs suivent la cadence. Okay? Non, c'est ça. Ça, c'est bon. Ça s'est adapté, mais on est chanceux. La saison de croissance est plus longue, donc les fruits deviennent plus gros et plus nombreux. Alors, je sais, l'année dernière, mon fils me disait que les pommes étaient toutes petites. Une année, ça ne veut rien dire en climatologie. Okay? Il faut voir ça sur un ensemble.
Les périodes de sécheresse et de pluie plus intenses sont plus nombreuses et plus longues. Hein, on se rappellera de la sécheresse qu'on a eue. Des fois, c'est des périodes on a des périodes de sécheresse, puis après, c'est des périodes de pluie intenses, ce qu'on n'avait pas avant. Les insectes ravageurs et les maladies peuvent être aussi élevés. Les parasites, certains parasites se développent. Il y en a des nouveaux même? Il y en a des nouveaux. Il y a 30 ans, pensons à la grille du Frêne, qui a remonté vers le nord avec la température. Mais oui, avec l'hécatombe qu'on sait. Il y a 30 ans, il y avait juste à peu près le scarabée japonais. Il y en avait quelques-uns à la région de Montréal. Puis aujourd'hui, il y en a à Québec. Là, ça remonte aussi avec la température et le temps. Donc, c'est vraiment des grands changements. Aujourd'hui, on peut cultiver, par exemple, des abricots, des cerises douces, des pêches et certaines variétés de prunes parce qu'elles sont adaptées aux conditions climatiques. Là. Alors, ça ne veut pas dire en zone plus nordique, ce qu'on ne voyait pas avant. L'abricot puis les pêches, avant, nos amis italiens, ils les prenaient, ils les arrachaient, ils les couchaient dans leur jardin, ils recouvraient de terre puis ils ressortaient au printemps. Oui. Là, il y en a qui le laissent dehors puis ça fonctionne. Ça marche. Okay? Mais les années comme les années très froides, ça peut être problématique. Puis on a des voisins qui ont des poires ici. Oui. Pas loin. Les poiriers, ça va. Les poiriers, ça va, mais ils sont beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros, oui. Ah oui. Alors, comment on tient compte là, de ces fameuses modifications climatiques? Ça ne change rien à la cote de la plante. Une plante rustique en 3A, elle est toujours rustique en 3A. C'est le fameux grand calcul de Ouellet et Chartres, il tient toujours, OK? Oui. C'est la capacité de la plante à résister. Ce qui change, c'est la région. C'est pour ça que je parlais au début de région. Là, c'est la région. La région devient plus chaude. Un exemple, Montréal, qui était en 5A, est devenu en 6B. Donc, Montréal est passé de 5 à 6. Ça, c'est confirmé. OK? Ça, c'est confirmé dans la carte de 2014 que moi, j'utilise. Oui. OK? Ben oui. Il faut s'ajuster. Parce que dans l'industrie, il y en a encore qui ne suivent pas, là. Mais moi, je l'utilise, c'est ce que je fais. OK? Mais donc, tout le monde devrait l'utiliser. Donc, on va utiliser... Oui, on n'est pas d'accord. Ouais. Comme je te dis, il y a des débats tout le temps. Oui. On n'est pas français, on n'est pas francophone, des Français pour rien quelque part dans notre génétique, tout le monde. Donc, on discute tout le temps pour savoir qui a raison et qui a tort. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on devient en 6. Donc, on a toutes les plantes qui vont, mettons, de 2, de 3, parce que je vous ai dit que les 0, 1, 2 étaient compliqués, de 3 à 5, plus celle de 6. On rentre de nouvelles plantes. Mm-hmm. C'est ça qu'on fait. OK? On déplace pas, la zone ne se déplace pas, le territoire se déplace pas. C'est les plantes. C'est la zone, c'est les plantes qu'on va utiliser qui se déplacent. Bon, maintenant, j'ai abordé la question un petit peu plus tôt de la protection hivernale à la lumière de ce que tu nous as dit et des capacités d'adaptation des plantes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les protections hivernales? Inutile si la plante correspond. La zone et la plante correspondent. Moi, là, j'utilise toujours des plantes qui correspondent, puis des fois, je sais qu'elles ne correspondent pas. Rappelle-toi notre phénix, puisque si on a un petit peu de feng shui dans le jardin, notre phénix en avant de la porte, qui est un érable rouge du Japon. Qui est beau, puis qui avait de la misère les premières années. Puis là, il est magnifique. Là, on voit les changements, on l'a devant la porte. Oui. La protection hivernale, elle est parfois utile la première année. Hein? Bon, le temps, avec une nouvelle plantation. Et notamment avec les changements, avec la mondialisation, on a beaucoup de plantes qui peuvent venir de Colombie-Britannique où la température et les plantes ne sont pas adaptées au froid ou de venir des États-Unis. Donc, la première année, elle est utile pour les plantes en limite de zone. Donc, si vous ne voulez pas compliquer la vie avec la protection hivernale, vous choisissez si vous êtes en 5, vous utilisez du 5. Si vous êtes en 5 puis vous utilisez du 7, il va falloir mettre de la protection hivernale. T'sais. Bon, fait que si tu résumes 6. ça à quelques plans, c'est pas si mal, la protection hivernale, c'est ça. Mais il faut savoir que la protection hivernale, c'est pas une panacée, puis vous pouvez mettre la protection hivernale puis perdre votre plante encore. C'est ça. Puis on va vers ces choix-là. Des fois, c'est par un coup de cœur. Ouais, on dit, cette plante-là pourrait, elle est belle, je l'aime, tu la risques. C'est ça. Mais tu devrais la protéger, et tout le temps. C'est ça. Il y a certains rosiers comme ça, il faut les protéger. Il y a certaines plantes, mais de moins en moins, on le voit de moins en moins. Mais au bout de 10 ans, Bertrand, mettons, au bout de 10 ans, une plante où tu as forcé la note, là. Oui. Est-ce qu'elle a fini par elle peut finir par s'adapter? Oui, elle peut finir par s'adapter. Il y a une certaine forme d'adaptation, là, mais c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y a l'année où il va y avoir un très grand froid, mettons, là, elle va peut-être elle va rendre l'âme, là, parce que... L'arme à gauche. L'arme à gauche, oui, c'est ça. Elle va rendre l'âme pour une plante, c'est pas terrible, là, quand même. Bon, alors, comment on évite l'installation, justement, des protections hivernales? Tu nous as mis un peu sur la piste, mais on choisit au minimum une plante résume. rustique dans la zone. Encore mieux d'une zone inférieure. Si vous ne voulez pas vous compliquer, vous en zone 5, vous prenez du 4, en zone 6, vous prenez du 5, comme ça, vous ne vous trompez pas.
Vous choisissez bien l'emplacement de la plante, brise-vent, endroit peu venteux où la neige s'accumule. Hein, si vous mettez ça en plein vent dans un champ, je me souviens quand je travaillais à Laval, je demandais toujours dans quel quartier ils étaient, parce qu'on avait le quartier qui aujourd'hui serait très différent, mais on avait le quartier qui s'appelait Champfleury, puis le quartier Val-des-Arbres. À Val-des-Arbres, il y avait des arbres partout. C'était un vieux quartier qui avait 10-15 ans. Les arbres étaient assez gros, et donc on pouvait planter facilement du zone 5. Champfleury, c'était un champ où on était en construction, les maisons étaient neuves. Oui. Les gens plantaient des haies de cèdre, puis ils les perdaient tellement il faisait froid, tellement c'était glacial. Alors là, tu mets une protection pour là, les il fallait mettre des premières années. protections. Il fallait mettre des protections pour les 2-3 premières années, le temps que ça se... Puis aujourd'hui, Champfleury, j'imagine qu'il y a plein d'arbres à Champfleury, il y a plein de plantes, puis donc ça fait un effet, puis on peut planter des plantes un peu moins rustiques. C'est comme un écosystème qui s'auto-protège. Et pourtant, on est à 5-6 km, là, je ne me souviens pas des distances, mais on est toujours sur l'île de Laval, on est toujours dans la même zone de rusticité, puis pourtant, on a 2. Donc, je demandais toujours aux gens, vous êtes où? OK, vous êtes à tel endroit, vous pouvez ça. Là, je leur disais, vous êtes à tel endroit, c'est plus compliqué. C'est un bon exemple. L'autre chose, c'est qu'on ne taille pas après la mi-juillet. Alors, on se repose. C'est ça. On garde ça comme devise. Tout simplement, c'est que la plante n'a pas eu le temps de s'endurcir, ce qu'on appelle saouter. Donc, la plante et donc, la partie qui va être verte, elle va geler. C'est normal, c'est le processus. Et puis, on évite aussi la fertilisation de la mi-juillet au début octobre. Donc, la plante n'a pas encore le temps de s'endurcir. Donc, on arrête de tailler la plupart des plantes à partir de la mi-juillet. Il y a quelques exceptions quand même. Oui. Et on évite de fertiliser entre la mi-juillet et le début d'octobre. Hein, parce qu'au début octobre, là... Tu t'en mets plus après, évidemment. De toute façon, au début octobre, la plante ne va plus aller chercher son engrais, donc ça ne sert plus à grand-chose, mais on n'en met plus. Tout simplement, ce qu'on veut, c'est que la plante, c'est son processus naturel, elle pousse en verre, puis elle va se durcir, elle va devenir brune, elle va faire de la lignine, puis c'est cette lignine, pour les plantes ligneuses, qu'on appelle, qui va rester, qui va faire que la plante va rester l'hiver. Elle se protège de même. C'est ça. La partie qui est verte, elle, c'est sûr qu'elle va geler. Très intéressant, Bertrand. Alors voilà, ça met fin à ce sujet qui est pas mais c'est un beau casse-tête. C'est un beau... Tu sais, tu regardes la carte du Canada, puis tu dis, c'est comme un casse-tête. C'est beau. Je voulais en parler parce que c'est souvent mal compris. Les gens confondent la météo avec avec le climat. C'est deux choses complètement différentes, là. C'est pas parce qu'une année, il fait plus froid ou plus chaud que le climat change. Notre climat, il change sur du long terme. On a 10, 15, 20 ans où on voit que le climat change. Et donc, c'est là qu'on voit les changements climatiques et on voit les changements auprès de nos plantes, là. C'est ça. Et donc, le fait d'avoir des automnes plus longs, des printemps différents, font que ça se joue aussi, là. Alors, si vous voulez plus de détails sur ce balado et sur les autres, il y a radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir de l'information. Vous pouvez consulter toute la banque de balados qu'on a déjà assez volumineuse. Je voudrais remercier Bionic, Bionic de Glauco, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Bertrand, merci pour ces informations. Et puis, on va à nos potagers d'hiver ou de printemps. De printemps ou d'été, comme on veut. Voilà. À la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.